Bon, bonjour Olivier. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations qui t'ont fait t'intégrer donc dans cette longue route? Oh là, c'est un rêve de jeunesse, hein, c'est un rêve d'ado. Voilà, c'est l'histoire d'un gamin qui était enfermé dans un collège dans lequel il s'ennuyait à mourir et où il était en prison. Et qui est tombé dans la bibliothèque du collège, il est tombé sur un bouquin qui s'appelait La longue route. Et je crois que le bouquin est resté définitivement dans son cartable. Il a oublié de le rendre, je crois, une histoire comme ça, en plus. En plus. Et donc par rapport à ton parcours marin, parce que tu as vécu de la mer... Alors, oui, évidemment, après être sorti du collège, puis du lycée, puis de la fac, puis d'un embryon de vie professionnelle à terre, j'ai voulu faire de l'école de croisière, avec des aléas et un ratage, on va dire, voilà, mais j'ai voulu faire de l'école de croisière. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de convoyage à droite à gauche. Et puis après, il y a eu le grand boom du convoyage, si je puis dire, avec les lois sur la défiscalisation dans les dom-toms qui sont arrivés, ce qui a permis, qui a donné un appel d'air un petit peu à la profession. Et j'ai fait pendant une quinzaine d'années, j'ai fait du convoyage. Et puis après j'ai travaillé en même temps ou à côté du convoyage, j'ai travaillé dans les chantiers navals. Parce que le convoyage, c'était bon an, mal an. C'était entre 4 et 6 mois de navigation par an seulement. Et le reste du temps, on était à terre, mais il fallait quand même survivre. Ouais. Donc j'ai travaillé dans les chantiers navals. Donc au début c'est en intérim, après c'est en ouvrier, après c'est en pseudo chef d'atelier, et puis après j'ai eu mon chantier à moi. D'accord. Voilà. Et puis j'ai été scaphandrier aussi à une époque, voilà. Toujours dans le milieu maritime, et là dessous au lieu d'être dessus. Voilà. C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde, ça. Oui, j'imagine, oui. Oui. Et donc la longue route. Donc la longue route comme une évidence donc j'ai rencontré Guy Bernardin, oui. Qui était avec qui je suis devenu ami. Et puis un beau jour il y a Guy qui me dit au fait qu'est-ce qui se passe en 2018? Oui, on n'en sait rien. Et il me dit c'est le cinquantenaire de la longue route de Moitessier. Et là l'évidence, évidence absolue, on y va quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc on a monté la longue route ensemble, on a pensé l'événement ensemble, on s'est très vite dit, mais en quelques minutes, on s'est dit, il y en a d'autres que ça peut intéresser, donc il faut partager. Et puis voilà, et puis on a monté le projet, on a monté la longue route. Voilà. D'accord. Donc pour cette longue route, le bateau. Donc pour cette longue route, le bateau. Alors le bateau que j'avais déjà envie d'acheter de toute façon. J'avais vu passer, quand le plan avait été dessiné, j'avais vu passer les plans du Petit Homme de Jean-Pierre Tutard. Je m'étais dit que c'était un joli bateau, qui avait un beau potentiel, qui répondait bien à peu près au cahier des charges que je pensais avoir comme bateau. Et donc quand j'en ai vu un d'occasion, je l'ai acheté. Et voilà. Et puis donc c'est un bateau sur lequel il y avait des choses à changer parce que c'était les vies normales. Le moteur était à changer, le gréement était à changer, etc., etc. Donc j'ai commencé à faire des petits travaux qui sont devenus un petit peu plus grands comme tu peux voir. Mais le bateau existait déjà. D'accord. Voilà. Et avec un peu des surprises. Avec des bonnes.
enfin, avec des bonnes surprises, faudrait que je cherche. Avec quelques mauvaises surprises qui étaient dues pour l'essentiel au fait qu'il avait de l'âge et qu'il n'avait pas été entretenu pendant quelques années, ou mal entretenu pendant quelques années. Tous les bateaux sont des êtres exigeants. Et les bateaux en contreplaqué époxy, enfin en contreplaqué ou en bois, encore plus que les autres. Donc il y avait eu des négligences, on va dire, qui 20 ans plus tard posaient problème. Oui. Voilà. Oui. Et donc également une très, très mauvaise surprise qui a été ton accident. Oui, et puis après il y a eu les mauvaises surprises du bonhomme aussi, quoi. Voilà, les négligences du bonhomme aussi. Donc il y a quelqu'un qui est passé, qui m'a enlevé l'échafaudage alors que j'étais dessus. Voilà. C'est ballot. C'est ballot. Donc accident, pied cassé, fracture du talon. Donc c'est... Quand j'ai vu le pied, quand j'étais par terre, au pied de l'échafaudage et que j'ai vu le pied, je me suis dit, oh bon, j'en ai pour 15 jours. J'en ai pour 15 jours, donc le chirurgien va dire 2 mois. En fait, le chirurgien m'a dit non, vous en avez pour 1 an. D'accord. Voilà. Et 6 mois après, à peu près, puisque c'était fin août, donc on est 6 mois, 7 mois après. 7 mois après, je marche à peu près normalement. Donc, tout va bien. C'est bien. Donc, tout va bien. Voilà. Ok. L'animal est costaud. Voilà, donc ça t'a un peu arrêté dans la préparation du bateau. Ah ben, ça a tout arrêté pendant la préparation du bateau. Déjà, il y avait eu... Alors, j'avais eu quelques autres problèmes de santé auparavant. Donc, c'est vrai que la restauration du bateau, qui était prévue pour durer une petite année, ça fait 3 ans et demi maintenant. Voilà. Mais finalement, c'est un chantier c'est une durée normale pour un chantier de refonte de bateau. Le bateau est pratiquement prêt. Voilà. Donc il y a 3 mois de gros boulot. Voilà. Il y a 3 mois à plein temps. Okay. Voilà. Ok. Et côté finance, est-ce que tu as des sponsors? Excellente question. Oui, j'ai 2 très bons partenaires. Ouais. Le premier s'appelle Giluo, qui me fait cadeau d'un ordinateur. Voilà, ça va bien m'aider puisque le mien est mort. Et Dieu sait que c'est important à l'heure actuelle. Et mon deuxième excellent partenaire s'appelle Manu Wattkamp, qui m'a fait cadeau d'un superbe fauteuil de veille qui va être, je pense, beaucoup me servir. Donc des partenaires internes à la longue route. Voilà. Après, des partenaires strictement financiers, pas mieux que les autres. Voilà, non, j'en ai pas. Et tu as fait une cagnotte ou... J'ai fait une prospection. Non, j'ai pas fait de cagnotte. Alors, je suis pas du style à... voilà, moi, je suis pas du style à aller... je suis pas du style à faire la manche. Voilà, donc je me débrouille. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, non, mais voilà. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui y parviennent finalement. On n'est pas des sportifs, donc on n'a pas grand-chose à apporter en image ou en notoriété derrière. La longue route, c'est pas un record, c'est pas une course, c'est pas donc on le paye quelque part, voilà. Oui, alors déjà de ce côté-là, mais de l'autre côté, à partir du moment où vous vous lancez dans la longue route, vous êtes d'office presque en opposition avec le fait de faire la démarche de récupérer de l'argent et... Oui, aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. Vous n'avez pas franchement l'état d'esprit de... Voilà. En plus, moi c'est un truc sur lequel je bute, quoi. Quand on choisit d'être clochard de la mer, on assume et on ne demande pas aux autres de payer pour soi, quoi. Voilà. Côté avitaillement. Côté avitaillement, alors avec l'expérience que j'ai, mais c'est uniquement sur les transats, je me suis rendu compte que en frais, on peut tenir entre 1 mois et 1 mois et demi sur la nourriture fraîche. Donc le premier mois ou le premier mois et demi, ça va être du frais. Après, ça va être conserve, lyophilisé, bien évidemment. Je vais essayer ça dépend des sous. Je vais essayer de privilégier le lyophilisé parce que c'est la méthode de conservation qui permet de conserver toutes les vitamines et tous les nutriments.
Après, ça sera de la conserve aussi. Il y aura de la conserve aussi, inévitablement. Sachant que la conserve, on perd la moitié des qualités nutritionnelles du produit. Donc voilà. Au niveau de la sécurité. Ah, excellente question. Alors, au niveau sécurité, comme tu as pu voir, ou pas encore, mais tu verras sur le pont, quand le pont sera fini d'accastier, j'ai une double main courante, c'est-à-dire j'ai les filières à l'extérieur et j'ai des mains courantes qui font tout le tour du bateau à l'intérieur sur les roufs. Deuxièmement, c'est les lignes de vie sont à l'intérieur du bateau, pas à l'extérieur, et elles sont en hauteur et pas au niveau du pont. Il ne faut pas avoir à se baisser pour les accrocher. La troisième chose auquel les gens pensent pas souvent, les navigateurs pensent pas souvent, c'est que la longe reste fixée sur la ligne de vie. Oui. Et on se prend la longe, on s'accroche soi quand on sort, on fait ce qu'on a à faire, on rentre, on se décroche soi. Déjà, la longe, c'est emmerdant, c'est toujours dans les pattes sinon. Mais la longe, elle reste sur la ligne de vie, elle ne reste pas sur le harnais. Après, il y a une longe tribord, une longe bâbord. Il y a une longe tribord, une longe bâbord. Il peut même éventuellement y avoir 4 longes sur le bateau, 2 à bâbord, 2 à tribord en permanence. Ça, c'est pas gênant, plus une dans le cockpit. Oui. Après, alors, échelle de remontée à bord des deux côtés. Oui. Lester de manière à bien aller dans l'eau quand on a besoin. Déployer en permanence s'il le faut, c'est pas gênant, c'est pas le peu de traînée que ça va occasionner qui changera quelque chose aux performances du bateau. Et au moins elles y sont. Voilà. Et puis en plus, j'ai les longes spéciales, longes néréides là, spécialement fabriquées pour ça, qui permettent de remonter à bord soi-même quand on est dans l'eau. Et que le bateau est en route. Voilà. Ce qui me paraît totalement... en fait, c'est une échelle de corde que tu as sur ton harnais et que tu peux déployer depuis ton harnais. Elle n'est pas sur le bateau. Quand tu es dans l'eau, tu n'es pas sur le bateau, oui. Surtout si le bateau avance. Avec la vitesse, un bateau à 4 nœuds, tu ne le rattrapes pas à la nage. Hein. Oui, non. Surtout dans du gros temps. Donc, tu es tiré par ta longe. Oui. Et donc là, tu as l'échelle de corde qui va te permettre de remonter sur le bateau, elle est sur ton harnais. D'accord, mais tu l'accroches sur le bateau. Et tu l'accroches sur le bateau. Là où donc tu remontes sur la longe, tu essayes de te tracter sur la longe, et puis tu réaccroches l'échelle de corde et tu peux remonter sur le bateau. D'accord. Ça demande un petit peu d'entraînement, évidemment. Oui. Donc les 2-3 premiers jours, quand le bateau va retourner à l'eau, le premier jour de pétole total, ben on va se mettre à l'eau et on va remonter à bord tout seul. D'accord. Voilà. Il faut de l'entraînement, c'est comme tout. Hein, voilà. Toi qui as navigué, alors tu as beaucoup navigué, comme tu l'as expliqué quand même. Oui, pas mal. Par contre, tu connais pas trop le Grand Sud. Non, non, on livre pas beaucoup de bateaux en Antarctique, quoi, donc j'y suis pas allé. Et donc comment tu vas aborder les mers, un peu les mers, bonne question. Grosses mers du Grand Sud? Bonne question, je sais pas. Avec beaucoup d'humilité. Et puis on va essayer en espérant pas commencer par un gros coup de baston, mais on verra. Je sais pas. Dans ma tête, je m'attends, comment dire, je m'attends à avoir moitié la trouille, moitié être en admiration. Je pense que le Grand Sud, c'est un peu une recherche spirituelle. D'accord. Voilà. D'accord. Et en allant un petit peu plus là-dessus, comment en fait, il y en a beaucoup qui parlent d'un pèlerinage par rapport à Matessier. Oui, tout à fait, oui. Fanche parle même d'un Compostelle. Et toi, je pense que le mot pèlerinage est juste, en ce sens qu'effectivement, Matessier, c'est quelqu'un qui nous a fait extraordinairement rêver, tous, je pense. Il y a eu Matessier, il y en a eu d'autres aussi, il y a eu Vito Dumas, il y a eu des gens comme ça qui ont beaucoup parlé du Grand Sud, mine de rien. Oui, je pense qu'on est tous un petit peu en quête spirituelle, oui, quelque part, ouais. On va se chercher soi-même, quoi. Ouais. On va voir jusqu'où on va, jusqu'où on est capable d'aller. La solitude, c'est quelque chose que je connais bien, un petit peu comme tous les participants de la longue route. Je veux dire, on est tous, je pense, quelque part des solitaires. Oui. C'est quelque chose que je connais bien, mais j'ai jamais passé effectivement 8 mois tout seul sans voir personne. Ça sera la première fois, ouais. Comme pour tout le monde, je pense. Comme pour tout le monde. Oui. Voilà.
Et en termes au niveau des communications que tu vas avoir avec la Terre, comment... Ah grâce à Internet et grâce aux satellites plus exactement, on n'est plus séparés. Ça c'est clair que c'est un point sur lequel j'ai un petit peu évolué depuis qu'on a lancé l'idée avec Bernardin. Effectivement, alors Guy aussi avait des conceptions qui dataient peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'il était il en était encore resté à la radio, à la BLU et au contact radio, avec les aléas que ça peut occasionner, que cette technologie occasionne, puisqu'on n'est pas dans la propagation des ondes, on n'est pas toujours en bonnes conditions. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on est en direct live pratiquement tout le temps. Donc il n'y a pas de séparation. Alors c'est clair que la magie en prend un coup, là c'est clair, oui. La solitude ne va pas se gérer de la même façon que pour moi Tessier qui se posait tout le temps la question est-ce que où est Nigel, où est Loïc, où sont les autres, etc. Nous on va scroller un petit peu sur notre écran et on va se dire ah ben tiens, il y a Manu il est au Cap Horn, machin il est encore à Bonne-Espérance et voilà. On saura en direct live où sont les autres. Les progrès ont été colossaux aussi. Un système comme l'Iridium Go, par exemple, qui te donne une connexion permanente à partir du moment où tu l'allumes, il est en connexion permanente. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Oui, oui. Voilà, donc ça évolue très très vite. Et l'Iridium Go lui-même sera dépassé dans 2 ou 3 ans. Oui. Ok. Et on va peut-être faire un petit tour du bateau. On fait un petit tour du bateau si tu veux, oui, pas de souci. Et c'est un chantier. Hein. Donc là, vous avez la timonerie en regardant vers l'arrière. Donc la descente. Sur bâbord, ça va pas énormément changer. Sur tribord, il y aura une bibliothèque et le siège de veille cadeau du petit Manu. La table à cartes qui va venir ici à plat, avec les tableaux électriques en façade. Si tu continues à pivoter légèrement sur la droite, voilà ici, donc ça c'est le compartiment de toilette qui va être terminé d'ici 10 jours, il va être terminé. Donc j'ai opté pour des toilettes sèches pour éviter les problèmes de tuyauterie, de plomberie, de vannes qui se coincent, etc. Donc ça marche très bien. Là, sous le tas de contreplaqué, donc tu as une couchette et des équipés. Ouais. Et sur l'avant, donc tout au fond là-bas, l'entre-noir, c'est l'étrave. Donc on a terminé de totalement la renforcer au niveau avec du tissu de verre. Donc en fait là maintenant j'ai 3 kg par mètre carré de tissu de verre sur le contreplaqué. Les pièces que tu vois horizontales là, en train de sécher, c'est la trappe étanche, c'est les deux parties de la trappe étanche qui va boucher le trou, qui vont être boulonnés et qui permettront d'accéder uniquement quand tu auras besoin. Je pense que c'est là que je vais stocker les balises Argo en attendant de pouvoir les mettre à l'eau et les mettre en œuvre selon les préconisations qui me seront données au niveau des zones de mouillage des balises Argo. Moi, alors, les balises Argo font 30 cm de diamètre sur 1,80 m de long, je crois, une fois qu'elles sont déployées. Elles pèsent 12 kg. Moi, s'ils m'en donnent 10, j'en prends 10. Je veux dire, voilà, ça ne me dérange pas. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour du... Pour l'intérieur, oui. Pour l'extérieur, vu la température et vu l'état de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à en dire. L'extérieur, eh bien, écoute, bienvenue en Sibérie. Il fait -2 en ce moment, à l'abri. Et en ressenti, on doit être plutôt vers -8, -10, je pense. Donc le bateau est un ketch, ce qui ne se voit pas, puisqu'il n'y a que le mât, que le grand mât qui pour le moment est posé dessus. Voilà, ici, ça c'est le tableau arrière. Ça c'est juste un faux tableau pour cacher la tringlerie des safrans, puisque le bateau est un biquille bisafran. Et ça, ce sont les jumelles d'Artimon,
qui vont donc supporter l'artimon. Ça veut dire aussi que mon mât d'artimon étant là et la baume étant derrière, je n'ai aucune possibilité de mettre un régulateur d'allure. Donc je vais être au pilote électrique tout le long. Ce qui fait que j'ai 4 pilotes électriques, que j'emmène 4 pilotes électriques en espérant qu'ils tiendront jusqu'au bout. Voilà. Ceci étant dit, j'avais l'une des caractéristiques de ce bateau qui faisait que je voulais ce bateau-là, c'est le fait qu'il est, un, très large, deux, très bien équilibré. Et même, on avait comparé avec Guy Bernardin, avec les lignes d'eau du spray, entre les lignes d'eau du spray de Slocum donc, et du spray à Saint-Briac que possédait Guy, et ce bateau-là, et on a les mêmes lignes d'eau. Donc ça fait partie des heureuses surprises de ce bateau-là. Et le fait qu'il soit bisafran le rend très stable en route aussi. Oui. Donc ça fait partie des... Donc j'espère qu'avec 4 pilotes, ça suffira. Que te dire de plus? Il va y avoir une grosse modification que je vais faire dès qu'il fera un petit peu une température un petit peu meilleure. C'est-à-dire que comme tu vois, l'accès à la descente est un petit peu acrobatique. Pour le moment, ça va très bien sous les tropiques, mais il est un petit peu acrobatique tel quel. Et donc, je vais faire je vais découper le roof arrière pour faire un accès à la descente. Ça va handicaper évidemment l'accès à l'intérieur sur l'arrière, mais tant pis. Voilà. Là, c'est un impératif de sécurité total. L'accastillage va être optimisé, bien évidemment. Il va y avoir 2 roues, il va y avoir 2 winches et toute une batterie de bloqueurs. Donc avec une casquette de roof. Et je vais rajouter aussi une petite casquette en contreplaqué stratifié. Tu vois une partie de l'accastillage de pont qui va assurer la sécurité sur l'avant. Et donc ici, il va y avoir le support de baume de grand voile qui va aussi servir de sécurité pour la casquette par rapport à la baume. Et avec des mains courantes qui font tout le tour du roof, des mains courantes en inox, comme tu peux voir, qui vont faire tout le tour du roof. Tous les capots sont bien évidemment protégés, protégés en cas de choc. Le grand mât est en bois, c'est un multi-lamelé c'est un multi-lamelé, en fait c'est du bois lamelé. Absolument tout est en lamelé. Le seul espar classique qu'il va y avoir, ça va être le mât d'artimon que j'ai fait il y a 2 ans, qui est en sapin refendu et recollé, comme on fait les mâts de manière classique depuis la nuit des temps. Voilà. Mais c'est le seul espar classique qu'il y aura sur le bateau. En fait, c'est un faux vieux gréement. Voilà. Ok, bah Olivier. Merci Bruno. Je te remercie bien. Te recule pas trop. Puis, non, pas non plus, hein. T'es déjà tombé. Moi je suis tombé une fois, c'est bon. J'ai donné, c'est bon. Le quota est atteint. Bah merci. Puis, bon vent. Merci Bruno.